Bon, je vous signale que toutes les conférences que vous allez voir ce soir ou d'autres soirs sont sur YouTube sous le signe de retour au réel. Vous pouvez donc très bien les revoir, toute tranquillité. Nous avons ce soir l'honneur et le plaisir de recevoir Kostas Mavrakis, qui est un philosophe. Mais un philosophe, je dirais, très incarné. Il est aussi un chroniqueur, il a écrit 13 articles ou 14 dans l'excellente revue Catholica sur l'art, sur Fukuyama, sur des tas de sujets. Et c'est toujours extrêmement, comment dire, pertinent, assez aigu, et surtout il nous aide à réfléchir. Ce soir, je vais tout de suite le laisser parler, je pense qu'il va traiter d'un de ses thèmes favoris, la civilisation et ses ennemis. Nous aider à réfléchir et nous ouvrir des perspectives. Écoutez, je pense que le mieux, c'est de lui laisser tout de suite la parole. Merci. Le titre de mon exposé d'aujourd'hui pourrait choquer certains d'entre vous. Ça a été le cas de quelqu'un qui vient de me faire une remarque à ce sujet. Et ça pourrait donc sembler provocateur, hein, parce que si on ne connaît pas, si on n'a pas présent à l'esprit le sujet dont il sera question. Parce que on pourrait se demander, se pourrait-il qu'une civilisation dont tout le monde se réclame, tout le monde se prétend civilisé, hein, à notre époque, se pourrait-il qu'elle ait des ennemis? Clarifier la définition de ce dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation et en quel sens on peut parler de ses ennemis? La civilisation est un ensemble cohérent de créations religieuses, sapientiales, littéraires, artistiques. La religion, principe interne de cette cohérence, motive cet ensemble et le rend fécond. J'irai même plus loin. L'ensemble dont il est question porte l'empreinte durable de ces créations dont je viens de parler et leur confère leur physionomie propre, qui les rend reconnaissables entre toutes. Chaque civilisation a un style qui lui est propre. C'est comme une sorte d'air de famille entre différentes personnes. En simplifiant, on pourrait dire que la civilisation, c'est avant tout l'art, avec son style et son individualité propre. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, qu'il y en a plusieurs de civilisations. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'elles sont toutes égales? Moi, je pense qu'elles ne sont pas égales, parce qu'elles ne recouvrent pas l'ensemble des possibilités créatives de l'humanité. Prenez par exemple la civilisation chinoise. Elle n'a pas de philosophie. La philosophie est née en Grèce. Qu'est-ce qu'elle a alors? Confucius, Lao Tse, ne sont-ils pas, vous pourriez me dire, des philosophes? Eh bien non, ce sont pas des philosophes, ce sont des sages. Ce qu'ils nous communiquent, c'est une sagesse. Ce n'est pas une philosophie. Une philosophie, quand elle se présente en même temps que sa contradiction. Quand vous dites quelque chose dans le domaine de la philosophie, vous ouvrez l'espace d'une position contraire. Si
le personnage qui parle, Confucius par exemple, se contente de vous communiquer la quintessence de sa sagesse, alors c'est à vous d'en faire votre profit, mais c'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas une philosophie qui, elle, n'est pas à prendre ou à laisser. On y revient tout le temps, et cela à travers les siècles. Donc, selon moi, hein, seule la civilisation européenne a créé des chefs-d'œuvre dans tous les domaines, qui sont des modèles pour les autres, au sens, par exemple, de l'oraison funèbre de Périclès, qui, pour Périclès lui-même, était une acquisition pour toujours. Il était parfaitement conscient du fait qu'il s'adressait finalement à ses contemporains et en même temps à toutes les générations futures, la postérité. Donc j'avance ces idées-là sans craindre les réactions effarouchées des bien-pensants. Les ennemis de la civilisation européenne auxquels je m'attaque sont aussi ceux de toute civilisation. Mais, encore une fois, en quel sens sont-ils attaqués? L'ensemble de ces créations auxquelles je fais allusion vont de pair avec l'écriture, la diversification sociale, l'organisation en État. Donc, la civilisation est un produit de l'histoire. On peut, par exemple, dire quand ça commence, et aussi, hélas, quand ça finit. Prenons par exemple la civilisation sumérienne. Elle a été précédée par ce qu'on appelle la culture d'Obéide. La culture d'Obéide n'était pas une culture d'un peuple. C'était une culture de quelque chose qui n'était pas encore une société constituée. Quand cette société constituée apparaît, alors on passe à la civilisation. Et on peut dire que ce passage s'effectue quand on invente l'écriture. La civilisation est nécessairement la civilisation d'une société qui connaît l'écriture. Il n'y a pas de civilisation qui ne soit pas celle de l'écriture. En réalité, il y a des ethnologues, il y a des esprits brillants qui contestent ce point. Je n'en disconviens pas. Autrement dit, ils vont dire toute formation sociale possède une civilisation. Toutes sont civilisées. C'est même peut-être aujourd'hui le point de vue le plus répandu, mais ce n'est pas le mien. Alors, la société qui a découvert l'écriture, pourquoi est-ce qu'elle découvre l'écriture? Parce que l'écriture est nécessaire à l'administration des hommes et à l'administration aussi des choses. Si on veut gérer une économie, il faut recourir à l'écriture. Si on veut gouverner un peuple, on a besoin de l'écriture également. C'est le cas, par exemple, en Europe. Il y a les civilisations du Moyen-Orient, l'Égypte, la Mésopotamie, etc. Et puis, il y a eu aussi une ou des civilisations qui sont apparues en Europe, sur le sol, sur le territoire de ce continent qu'on appelle l'Europe.
d'abord en Crète, ensuite sur la Grèce continentale. Cette civilisation qu'on appelle créto-mycénienne, vers 1200 ou un peu plus, ou un peu moins plutôt, elle disparaît. Les palais, cette civilisation, on l'appelle également palatiale, parce que le siège le siège du pouvoir et le lieu où la créativité artistique se donnait le plus cours était le palais royal. Quand je dis le palais royal, c'est à voir, parce que pour ce qui est de la Crète, est-ce qu'il y avait un roi en Crète? Peut-être pas. Donc, c'était une civilisation pas très centralisée, elle était dépourvue d'un pouvoir monarchique au centre. Par exemple, dans le palais de Knossos, le plus grand et le plus brillant des palais de cette civilisation crétoise, il n'y avait pas de salle du trône. Mais à partir d'une certaine date, vers 1400, il y en a eu un. Il y a eu une salle qui n'est pas très grande ni très monumentale, mais où il y a un trône. Ça s'explique par le fait que les Grecs mycéniens ont conquis la Crète et ont administré la Crète à partir de ce palais, qu'on appelle le palais de Knossos, dans lequel il fallait qu'il y ait une salle du trône, c'est-à-dire un lieu où le monarque délibérait avec ses lieutenants qui se rassemblaient autour de lui. Il y a le trône, et puis il y a des banquettes tout autour de la salle où devaient s'asseoir les personnages importants. J'ai dit quelque chose au sujet de la religion. La religion, c'est ce qui donne ses contenus aux créations artistiques. C'est pourquoi, s'il n'y a pas de religion, il n'y a pas non plus de création artistique. Tendanciellement, hein, je ne dis pas que les deux vont nécessairement de pair immédiatement, mais tendanciellement, les deux vont ensemble. Si la religion dépérit, l'art dépérit. Et ça, on l'a bien vu dans notre histoire depuis le XIXe siècle. Goethe considérait que le capitalisme n'est pas très favorable à l'art. Et les faits lui ont donné raison. Or, à d'autres époques, la religion est décriée au nom de je ne sais quelle laïcité. Afficher sa foi est considéré comme de mauvais goût. On est alors considéré comme une grenouille de bénitier. C'est surtout le cas en France. Mais la tendance se manifeste un peu partout dans le monde, avec également des tendances contraires. Parce que le christianisme est en recul, du point de vue, par exemple, de la pratique, du nombre d'évocations ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas juger le monde uniquement à partir du cas français. Ailleurs, les choses se passent autrement. Et par exemple, dans un pays qui a défrayé la chronique récemment,
Je parle de la Chine et de Hong Kong. Les dirigeants du soulèvement du peuple de Hong Kong sont tous des chrétiens et fiers de l'être. Le chef qui dirige les manifestations s'appelle Joshua Wong. Et comme son nom l'indique, il est chrétien. On a un message, par exemple, de lui, où il dit, sur son site d'Internet, et il dit j'ai des informations comme quoi la police pourrait réprimer très durement les manifestants. Donc n'attendez pas que la police vous tombe sur le paletot, fuyez. Et il ajoutait, fuyez, ne vous laissez pas prendre par la police, mais moi, je serai sur la place pour prêcher l'Évangile. Le rédacteur en chef d'une revue très importante en Angleterre et un autre journaliste très célèbre dans les pays anglo-saxons qui ont publié un gros livre dont le titre est « God is back ». Dieu est de retour. Alors, ils étudient la situation dans le monde entier, mais ils insistent sur le fait que, en Chine, les plus grands chefs d'entreprise, les plus gros capitalistes chinois étudient le christianisme et se réunissent pour étudier les écritures saintes du christianisme, parce qu'ils estiment que c'est le fondement de l'idéologie des Occidentaux, qui ont une avance par rapport aux Chinois sur le plan des droits de l'homme, et de la technique, même si maintenant ils sont en train de nous rattraper, ils sont conscients du fait que à l'origine, c'était les Européens qui étaient en avance, et ils attribuent cela au christianisme. D'ailleurs, les chrétiens européens le savent aussi. Ce qu'on appelle le libéralisme, c'est mettre au centre l'individu, et cet élément de la vision du monde européenne, ça a donné ce qu'on appelle le libéralisme. On peut avoir des réserves au sujet du libéralisme. C'est très dangereux, le libéralisme, quand il va jusqu'à l'excès. Mais quand c'est modéré, c'est un point favorable. Et à quoi ça remonte? Ça remonte tout simplement à Saint Paul. Quand Saint Paul dit « il n'y a pas de Grecs ou de Juifs, il n'y a pas d'hommes ou de femmes, nous sommes tous les enfants de Dieu. » Voilà. Nous sommes tous pareils en Jésus-Christ, dit-il. Le libéralisme dont je viens de parler pose qu'il faut bannir toute différence autre que le paiement au comptant, comme disait Marx. Il est mal vu, dans le cadre de cette idéologie, il est mal vu de manifester sa loyauté à une communauté d'origine, qu'elle soit fondée sur la tradition religieuse ou l'appartenance nationale. La beauté artistique tombe elle aussi sous le coup du même interdit, car elle présuppose un jugement fondé sur ces critères. C'est mal pour l'idéologie moderniste, c'est mal parce que cela conduit
à la discrimination, c'est-à-dire à la distinction entre ce qui est réussi ou ce qui ne l'est pas en matière d'art, justement. Quand vous regardez une œuvre d'art et que vous pouvez l'apprécier ou au contraire ne pas être touché par cette œuvre, mais si on vous interroge sur le pourquoi et le comment, vous avez en général une réponse. Vous savez pourquoi vous aimez ou vous en avez une idée, tout au moins. Pourquoi vous aimez ou pourquoi vous n'aimez pas. Donc vous pouvez discriminer. À notre époque, on est contre toute discrimination. Mais si on ne discrimine pas, on ne peut rien dire à propos de rien. Discriminer, c'est simplement distinguer ce qui doit être distingué. Face à une œuvre d'art, on est appelé à distinguer entre ce qui est réussi et ce qui ne l'est pas. Le prétendu art contemporain, entre guillemets, a instauré le règne du n'importe quoi au nom de son nominalisme, c'est-à-dire le fait que l'art contemporain ou prétendu art contemporain se caractérise par le fait qu'il n'a pas de critères. Et parce qu'il procède d'une philosophie qu'on appelle la philosophie nominaliste. C'est-à-dire, pour le nominalisme, les concepts ne signifient rien. Ils ne sont que des flatus vocis, des bruits faits avec la voix. Pour le nominalisme, tout est pareil parce que tout est simplement affaire de mots. Ce que ces mots signifient n'a pas d'importance. Alors, en disant cela, je ne pense pas que je fais intervenir mon jugement de goût. Ma définition du beau en art est ontologique, c'est-à-dire elle porte sur l'être de la chose et non pas sur le mot. Elle porte donc sur l'être de l'art et ce qui est réussi ou non en cette matière. Je donnerai donc là aussi une définition. Une œuvre d'art authentique est le produit d'une activité créatrice de forme, signifiante et prégnante, source de plaisir esthétique. Il s'agit, en disant cela, j'avance non pas une thèse, non pas un théorème, mais un axiome. Ce que je viens de vous lire, c'est un axiome. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui se démontre, c'est ce qui est nécessaire pour toute démonstration. Si vous voulez dire que quelque chose qui ait du sens et donc engager, par exemple, un dialogue avec votre voisin, vous avez nécessairement besoin de certains axiomes, c'est-à-dire de propositions qui ne sont pas démontrées, qui ne sont pas susceptibles d'être démontrées. À partir de là, tout est possible. Mais au point de départ, il y a l'axiome. C'est vrai pour les mathématiques et c'est vrai pour tous les domaines de la pensée. Alors, il y a une femme philosophe qui a enseigné longtemps à l'université, qui s'appelle Anne Coquelin, qui est une théoricienne de l'art dit contemporain. Alors, à la place de ma définition, je vous ai proposé une définition de l'art, à la place de cette définition, elle propose, elle, une définition de l'anti-art ou du non-art. Ce terme non-art, ce n'est pas un terme polémique que je fais intervenir pour, comment dire ça, me donner d'avance raison. Parce que non-art, c'est un terme
qui a été utilisé et qui s'est imposé à la suite de Duchamp. Marcel Duchamp est le grand patriarche de l'art contemporain, et il parlait de non-art et d'anti-art. Pour lui, ce qu'il faisait, lui, c'était de l'anti-art. Il faisait ce qu'il faisait pour détruire l'art. Son but n'était pas de reproduire l'art et de continuer l'art, c'était de lui donner une fin. Donc, en voilà un qui est incontestablement, et selon son propre témoignage, un ennemi de l'art. C'est quelqu'un qui était un ennemi de l'art et fier de l'être. Et Anne Coquelin, dont je vous ai parlé, elle dit qu'à la place du beau, ou de quelque chose qui a un rapport à l'art, il faut mettre ce qu'elle appelle le décept. Autrement dit, une œuvre d'art contemporaine, authentiquement contemporaine, doit décevoir l'attente du spectateur, quel qu'il soit. Donc c'est valable, pour elle, c'est une œuvre valable dans la mesure où elle contredit les principes de l'art et où elle déçoit l'attente du spectateur. Et cela point par point. Prenez un aspect. Que peut-on en dire? Ça déçoit le spectateur. Tel autre point, telle autre caractéristique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça déçoit le spectateur. Donc, c'est bon. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Elle définit donc le non-art d'une manière tout à fait correcte et comment dire ça, et légitime, comme étant ce qui contredit l'art. Oui, d'accord, très bien. Donc, de son point de vue lui-même, elle est contre l'art. C'est un ennemi de l'art. C'est un ennemi proclamé de l'art. Là encore, c'est pas moi qui le dis. C'est Anne Coquelin qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Duchamp qui le dit. Donc, quand on fait l'histoire de l'art contemporain, on a affaire toujours à du non-art. Hier ou avant-hier, il y avait un grand article dans Le Monde avec la photographie d'une œuvre d'anti-art. Et c'était quoi? C'était 4 ou 5 conteneurs. Vous savez, les conteneurs qui transportent des marchandises sur les grands cargos d'aujourd'hui. C'était 4 ou 5 conteneurs empilés les uns sur les autres. Et c'est tout. Il y a 2 mois, il y avait un autre article par le même journaliste d'Agen, un autre article sur je ne sais plus quel soi-disant artiste, qui était illustré par une œuvre, entre guillemets le mot œuvre bien sûr, une œuvre d'art contemporain. Et c'était quoi cette œuvre? C'était un caillou. Mais un caillou, un gros caillou, grand, voilà, un gros, mais c'était un caillou, rien d'autre. On n'avait pas touché le moins du monde à ce caillou. Il était brut, on l'avait détaché d'une falaise de je ne sais plus où, et on l'exposait tel quel. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais le problème c'est que on nous impose ça comme étant de l'art. C'est ça qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention. C'est qu'ils le font, et ils exigent qu'on soit d'accord. Parce que si on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on est ignare, voilà, qu'on est des ploucs, hein, si on veut. Et si on n'est pas un plouc, si on est un professeur d'université, je l'ai été aussi, eh bien, vous êtes un ennemi. Vous êtes littéralement un ennemi. Et vous échapperez pas du tout aux poursuites. Hein. On va vous condamner au silence. Vous ne pourrez
pas moufter un mot, parce que vous êtes fasciste, vous êtes un nazi. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui est significative. Le professeur Harouel a publié un livre sur l'art. Lui, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Hein. Il a écrit donc un livre contre le prétendu art contemporain, en termes donc de rapport humain, de rapport à la transcendance, de créativité artistique, etc. C'est ça qui est une valeur authentique. Donc, en disant ce sont les capitalistes qui sont les responsables, je ne veux pas dire par là qu'ils le sont en tant qu'individus. C'est le système capitaliste qui est en cause et pas les individus. Ces individus sont des agents, comme on dit, des agents du système. Autrement dit, ils doivent agir comme ils le font pour survivre en tant que capitaliste. Si un capitaliste n'obéit pas aux lois du capitalisme, il fait faillite. Et donc, on retombe sur nos pieds. Peu importe, cependant, ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat est la destruction pure et simple de notre planète. Ce que j'avance est violent, mais vrai. On le sait depuis 50 ans, sans rien faire pour empêcher la catastrophe annoncée. Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour empêcher la catastrophe? Eh bien, tout simplement parce que il faut que le capitalisme produise les effets pour lesquels il existe, à savoir produire du profit. C'est structurel, c'est pas un choix. C'est pas un choix de tel ou tel individu. C'est le système tout entier qui a tendance à se reproduire, donc à reproduire les rapports dont j'ai parlé, qui ont un caractère objectif. Aujourd'hui, les choses commencent timidement à changer, mais est-ce que ce changement sera suffisamment rapide pour empêcher la catastrophe? C'est pas sûr. Simplement, aujourd'hui, désormais, le Manet, Tessel, Farès s'inscrit sur tous les murs. Pensez au livre de Daniel. Il y a le roi qui voit apparaître sur le mur les mots Manet, Tessel, Farès, et il veut savoir qu'est-ce qu'ils signifient. On fait venir alors le prophète Daniel qui avait été jeté dans la fosse aux lions, et on lui demande qu'est-ce que ça signifie, et il dit ton règne a été jugé, tu as été pesé, trouvé manquant, voilà. Il y a un philosophe français qui s'appelle Bruno Latour, qui disait dans une interview « Notre situation a déjà été jugée ». Ça fait immédiatement penser à Daniel. A été déjà jugé. Il n'y aura pas d'autre monde. Ce qui empêche d'agir, parce que c'est ça la question, si on sait depuis 50 ans au moins ce qui nous attend, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose pour détourner le mal? Eh bien, parce que il y a de puissants lobbies. Ils sont puissants parce qu'ils ont de l'argent. Beaucoup d'argent, énormément d'argent. Et
et ceux qui leur donnent cet argent, c'est pour qu'ils les empêchent que quoi que ce soit fait. C'est pour ça que vous voyez Macron, par exemple, se présenter comme un écologiste, quasiment. Hein? Qui pourrait le contredire? Ce qu'il promet, ce qu'il annonce, c'est parfait, c'est excellent, c'est tout à fait juste. Sauf que ce sont des paroles. Et ce qu'il dit, c'est autre chose que ce qu'il fait. Par exemple, pourquoi on ne prend pas des mesures pour empêcher les produits phytosanitaires qui tuent les abeilles? C'est très facile, hein? Une signature sur un décret, le problème est résolu. Mais on ne le fait pas. Hein? Alors maintenant, on détruit la forêt amazonienne. Je dis on, parce que les départs de feu se comptent par centaines, et ce sont des êtres humains qui mettent le feu. Et pourquoi ils mettent le feu? Parce que le chef d'État élu aux dernières élections leur a dit qu'ils pouvaient y aller, qu'ils pouvaient le faire. Parce que lui, il est pour qu'on brûle le poumon de la planète. Parce que les trois quarts des forêts du monde sont en Amazonie. Alors, on brûle la forêt pour planter du soja, pour nourrir des bovidés, et comme ça, gagner de l'argent. Les grands propriétaires terriens s'enrichissent, et tant pis pour le monde entier. Ça, c'est obéir aux lois du capitalisme. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Un journal comme Le Monde le dit, pourtant je n'ai pas de sympathie pour Le Monde du tout, mais dans un de ses derniers numéros, il était dit que M. Bolsonaro ne cache pas qu'il considère la protection de l'environnement comme un obstacle au développement économique. Qui pourrait être contre le développement économique? Hein? Personne. Donc, périsse le monde. Bruno Latour, par exemple, dit « Tout le monde sait que la modernisation ne peut pas continuer. » La modernisation, c'est-à-dire la croissance. Hein? C'est l'idéal. Aujourd'hui, c'est la croissance. On ne jure que par la croissance. Mais on vit comme si on avait à notre disposition 3 ou 4 planètes au moins. Depuis longtemps, depuis les années 60, on a dépassé nos réserves sur ce plan en termes de ressources. Les ressources dont on dispose, on les a dépassées plusieurs fois. Donc, en fait, on n'en dispose pas, sauf à détruire la Terre. Et c'est ce qu'on fait. Alors, quand je dis détruire la Terre, il faut dire que c'est plutôt détruire la mer, l'océan. Vous êtes au courant. L'océan est recouvert de plus en plus par les détritus en plastique, lesquels plastique tue la faune et la flore et tout ce qu'il y a de vivant dans l'océan est détruit et tué par ce plastique-là. Ce plastique-là est plusieurs fois grand étendu comme la France. Et ça continue. Bruno Latour cite, par exemple, Greta Thunberg, la jeune Suédoise dont vous avez sûrement tous entendu parler, disant « Nous sommes vos enfants et nous nous demandons s'il faut encore en faire des enfants. »
est-ce qu'elle a raison de poser cette question? Mais depuis je ne sais plus combien de dizaines d'années, dans 3/4 des pays européens, il y a moins d'enfants que ce qui est nécessaire pour reproduire l'espèce. C'est-à-dire que on dépérit en tant qu'espèce. Et il conclut, Bruno Latour, que cette crise de l'engendrement est donc, dit-il, une crise de civilisation. Voyez par exemple ce que dit Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, vous savez, il a été ministre de François Hollande. Il a quitté le gouvernement. Maintenant, il crée des entreprises. On pourrait se dire il est irréprochable du point de vue de l'idéologie dominante. Il faut voir, il y a des nuances à apporter. Montebourg dit « La mondialisation, c'est la concurrence effrénée où l'emporte le plus antisocial, le plus anti-environnement, qui utilise donc les moyens les moins scrupuleux pour fabriquer moins cher en concurrence avec des pays qui sont nouveaux. Nous sommes de vieux pays. Mais eux, ce sont des pays nouveaux. Et les gens qui travaillent sont traités par les capitalistes comme des esclaves. Comment pourrions-nous, en France ou en Europe en général, comment pourrions-nous tenir le coup dans la concurrence avec des entreprises qui ne tiennent aucun compte d'aucun droit pour les gens qu'ils emploient? C'est une concurrence déloyale. Donc des pays nouveaux, dit-il, qui traitent leurs travailleurs comme des esclaves. Les standards mondialisés tirent vers le bas toutes les normes environnementales et organisent ainsi le saccage de la nature. Alors pour un chef d'entreprise, c'est pas mal. On pourrait se dire, c'est bien, c'est comme ça. Malheureusement, quand les journalistes qui l'interrogent lui demandent « Peut-on défendre l'industrie française en même temps qu'un développement durable ? Peut-on être à la fois pour l'industrie et pour un développement durable ?» Montebourg répond « Oui, parfaitement. » Ah bon? Oui, parfaitement. Et pourquoi depuis 50 ans on n'a rien fait? Puisqu'on peut. Si on peut et on ne fait pas, on n'est pas négligent, on est criminel. Et les criminels, ils tombent sous le coup de la loi. Comment se fait-il que rien n'est fait de ce point de vue? Ce qui ne va pas, c'est le système. C'est pour ça qu'il existe en Europe des partis qui sont anti-système, comme en Italie. C'est le système. Et ce système, il est constitué de quoi? Hein? Est-ce que vraiment les Cinque Stelle en Italie ont réfléchi à cette question? C'est quoi qui constitue le... Eh bien, ce sont les 3 têtes de l'hydre qui gouverne le monde. C'est une hydre à 3 têtes. Et ces 3 têtes, ce sont les capitalistes, les hommes politiques et les médias. Les 3 sont liés les uns avec les autres et se tiennent, comme on dit, je te tiens par la barbichette. Ils dépendent, ils se tiennent, ça veut dire qu'ils sont dépendants les uns des autres. Et donc ils agissent en fonction de cette réalité-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand capitaliste qui est mort maintenant, qui était un magnat de la presse en Angleterre et en Australie.
Murdoch. Voilà, Murdoch. Alors, le scandale qui a éclaté autour de Murdoch, c'était une leçon de choses extraordinaires. Et on apprenait comme ça que le Cameron, le président du gouvernement, dépendait de Murdoch pour sa réélection. Donc il n'avait rien à lui refuser à ce gros magnat. Et l'autre, c'est-à-dire Murdoch, il dépendait, mais il dépendait aussi. Lui aussi, il était dépendant. Il était dépendant des gros capitalistes qui lancent des campagnes de publicité. Publicitaire. Oui, et les journaux, les revues, ça dépend de ces publicités-là. Donc les journaux dépendent des... Et pour ce qui est du bon peuple, il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'ils se tiennent tranquilles, c'est tout. C'est pas gouverner, c'est simplement gérer au jour le jour pour que ça pète pas. Mais à un moment ou un autre, ça va exploser. Et là, ça fera mal. En Allemagne, on dit en 2050, on atteindra l'équilibre de production de CO2. Voilà. Voilà. Il s'agit de faire qu'on produise du CO2, mais pas suffisamment peu pour que ça n'augmente pas. Parce que si ça augmente, on est mort. Donc il faut que ça n'augmente pas. Quand est-ce qu'on fera quelque chose pour que ça n'augmente pas? Eh bien, on nous dit, dans 50 ans ou dans 30 ans, ça va se faire. Mais on nous dit ça depuis longtemps aussi. Et donc, ça ne coûte rien de faire des promesses dès lors qu'on ne les tient pas. Alors, quand Chirac, par exemple, va à Durban, en Afrique du Sud, et il prononce un discours, il dit « Notre maison est en feu », et on regarde ailleurs, c'est beau ça, c'est vraiment beau. Mais c'est des paroles. Ça n'a été suivi d'aucun effet, aucune conséquence, depuis 25 ans. Alors, vous comprenez, quand je dis qu'il y a des ennemis de la civilisation, je vous assure que je peux le prouver, hélas. Par exemple, Macron, j'ai cité Macron, il a déclaré qu'il voulait faire inscrire dans la Constitution le commandement à agir pour la préservation de l'environnement, etc. Et on a dit la même chose en Allemagne. En Allemagne aussi, le gouvernement veut inscrire dans la Constitution. Et ça, c'est pour tromper le bon peuple, c'est tout. C'est encore des paroles. Même si elles sont écrites sur la Constitution, c'est des paroles. Donc, ceux qui nous font des promesses de ce genre sont tout simplement des imposteurs. Alors, je précise quand même que le capitalisme est traversé par des conflits et des contradictions dont les enjeux ne sont pas uniquement économiques. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas uniquement sur la conquête des marchés. Du coup, on peut avoir une certaine marge de manœuvre. Lénine disait « Les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous allons les pendre ». Il y a aussi des capitalistes qui sont généreux et pleins de bonne volonté. Ça existe aussi. Hein. Et malheureusement, ils ne font pas le poids. Je m'arrête là. S'il y a des ennemis de la civilisation, ce sont les trois dont j'ai parlé, qui agissent de concert. Alors, est-ce que je suis un partisan de la théorie du complot? On pourrait m'accuser de cela. Mais dès qu'on étudie les choses de plus près, on s'aperçoit que il n'y a pas de théorie du complot. Quand
on étudie la façon dont agissent les hommes politiques, leurs conseillers, comme Alain Minck, par exemple, les hommes d'affaires qui les financent, etc. Quand on étudie tout ça dans le détail, on voit que c'est pas de la théorie du complot, c'est la réalité. Alors moi, j'ai pas beaucoup de sympathie pour le pape actuel et je me félicite d'être orthodoxe et donc de ne pas avoir de responsabilité. Mais quand même, je n'aimerais pas que les catholiques, leur chef de file, soit quelqu'un qui a été nommé par des gros capitalistes pour servir leurs intérêts. Mais ça existe, ça. Je ne l'ai pas inventé. C'était dans le monde, dans les 2 ou 3 jours qui viennent. Dans le détail.